Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. En voici les principaux titres. Nous poursuivrons notre série de reportages au Japon, bien sûr, pour tout savoir sur les résultats des athlètes monégasques. La principauté en pleine transition numérique. Dernier exemple en date, les services accessibles par l'identité numérique, sujet à l'honneur lors d'une conférence organisée par la Jeune Chambre économique. Sa présidente Marion Soler sera notre invitée. Très concrètement, comment fonctionnent d'ailleurs ces services accessibles par l'identité numérique? Reportage dans ce journal. Une immersion dans l'écosystème digital monégasque pour devenir par exemple développeur web. Voici ce que propose une nouvelle école de formation. Nous partirons enfin pour Beyrouth où se trouve Bourhan Alani de l'association Les Amis du Liban. L'occasion de faire le bilan sur la ville un an après les 2 explosions dans le port. Mais avant cela, place à vous, Julia Vial, et à votre premier point info. Bonsoir Julia. L'ASM jouait son dernier match de préparation. Bonsoir Sandrine, bonsoir à toutes et à tous. Malheureusement, les Monégasques terminent par une défaite. Pour cette 5e rencontre, les hommes de Niko Kovac se sont inclinés 2-1 face à la Real Sociedad. Il s'agit, Sandrine, de leur unique revers de la préparation. Focus à présent pour les Rouges et Blancs sur le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Oui, rendez-vous le 3 août pour le premier match européen officiel de la saison. Monaco affrontera le Sparta Prague pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le match aller aura lieu en République tchèque et le retour prévu le 10 août au stade Louis II. À noter que pour son dernier match, le Sparta Prague a dominé le Rapid Vienne 2-0. Un calendrier déjà chargé attend l'AS Monaco puisque 3 jours après aura lieu le premier match de Ligue 1. L'AS Monaco se mesurera effectivement au FC Nantes le vendredi 6 août à 21h pour le compte de la première journée de Ligue 1. Un match d'ouverture qui sera signe de grande première pour le nouveau diffuseur Amazon Prime Video. La plateforme de streaming aura les droits de diffusion TV pour la Ligue 1 et 2 cette saison. À savoir, si vous voulez regarder le match, il vous faudra donc souscrire à l'application Prime Video. Pour ceux qui préfèrent aller voir Monaco-Nantes directement au stade, attention, vous ne pourrez y accéder que sur présentation d'un pass sanitaire européen ainsi que d'une pièce d'identité. Et info mercato avec une nouvelle recrue de choix pour la Roca Team. Oui, Sandrine, Léo Westermann a rejoint les rangs monégasques et c'est un renfort de poids pour la saison prochaine d'Euroleague. Formé à l'Asvel et passé par les plus grands clubs européens, le meneur se relance après quelques mois passés en Catalogne. Du haut de son 1,98 m et de ses 29 ans, Léo arrive avec toute son expérience sur le rocher. Jour après jour, Sandrine, vous le voyez, l'effectif monégasque prend forme avec de très grandes ambitions. Léo Westermann qui sera d'ailleurs notre invité vendredi soir. Merci Julia, à tout à l'heure. Restons dans le sport en prenant la direction du Japon où se poursuivent les JO. Faisons le point sur les derniers résultats à Tokyo. Émilie Rousseau, bonsoir. Vous suivez la participation des Monégasques aux Jeux Olympiques. On débute avec le bon résultat de Quentin Antonielli en demi-finale CD. Émilie. Bonsoir Sandrine, oui, Quentin Antonielli s'est qualifié ce matin pour la finale C en skiff. Le rameur rouge et blanc a parfaitement géré sa course aujourd'hui. Il termine 2e en 7 minutes, 6 secondes et 3 centièmes. Nous l'avons rencontré au village olympique. C'était un peu mouvementé, il y avait pas mal de vent, pas mal de vagues. J'ai réussi à me décaler un peu du groupe sur le premier 500 puis sur le premier 1000, ce qui m'a permis de gérer la fin de course sans prendre trop de risques techniques pour éviter de faire des fautes et me qualifier pour la finale C de demain. Donc objectif rempli, terminer dans les 18. Maintenant il va falloir essayer d'aller grappiller quelques places. Physiquement je me sens bien et mentalement j'ai hâte d'en découdre. Je pense que demain ça va être une bonne course où on a tous à peu près le même niveau et on va tous essayer d'aller chercher cette 13e place. Et la finale de Quentin Antonielli sera à suivre demain à 1h55 du matin, heure de Monaco. Eh bien, rendez-vous pris, Émilie. Nous avons entendu hier l'athlète Charlotte Afriya qui prendra le départ du 100 mètres demain. Autre monégasque en lice ce vendredi, le nageur Théo Druhen. Oui Sandrine, le benjamin de la délégation participe demain aux 1500 mètres nage libre dans le bassin du centre aquatique de Tokyo. Je vous propose de l'écouter. J'ai de bonnes impressions, j'arrive bien à glisser dans l'eau, j'ai de bons appuis et j'ai fait avec les allures et les chronos que Michel a pu me faire. Je suis dans les temps pour battre mon record. Alors vivons un autre aspect de ces Jeux à présent, Émilie. Certains pays ont maintenu la présence de leur club. Il s'agit d'un lieu de rassemblement, c'est bien cela ?
Oui, effectivement, Sandrine, c'est là où on célèbre notamment les médaillés. Alors, contrairement aux Olympiades précédentes, de nombreux pays ont décidé de ne pas ouvrir de club, crise sanitaire oblige. Cependant, nous avons eu accès à la Casa Italia et au Club France. Voyez ce reportage réalisé avec Serge Prémont. Les clubs ou maisons olympiques sont une tradition depuis plusieurs années. La principauté avait par exemple fait le choix à Londres d'avoir son endroit pour mettre en valeur Monaco. La collection unique de torches olympiques de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II y avait notamment été présentée. Mais à Tokyo, la crise sanitaire a freiné certains comités à mettre en place ce lieu de rassemblement. Une poignée de pays a cependant décidé de respecter la tradition. L'Italie en fait partie, tout comme la France et son Club France. On a eu tellement peur que ces jeux soient annulés et je crois qu'il faut soutenir le peuple japonais qui fait vraiment son maximum. Donc voilà, c'est vrai que c'est particulier. Je sais que pour chaque athlète, il y a l'angoisse de savoir que s'ils vont être la veille des jeux, voilà, positifs ou pas. Mais en tout cas, ça reste magique et on l'a bien vu aujourd'hui, on a encore vibré très fort. Et la présence française est d'autant plus importante à l'approche des Jeux de Paris 2024. Le Club France accueille également les studios de France Télévisions qui réalisent des records d'audience. Le Prince Albert II a d'ailleurs été dernièrement l'un des invités de JO Club qui reçoit régulièrement athlètes et personnalités. Le prince souverain qui a pu également échanger longuement avec les médaillés olympiques en 2-2 couples, Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, deux rameurs qui connaissent bien le monégasque Quentin Antonielli. Ils ont d'ailleurs pu lui adresser un message d'encouragement avant sa finale. T'envoies plein de force, passe une bonne journée, récupère bien. Reviens au cercle quand tu veux, mon petit père. Voilà pour ce sujet qui clôt ce chapitre consacré aux Jeux Olympiques. Retour en principauté pour cet entretien avec vous, Marion Soler. Bonsoir. Bonsoir. Nous suivons régulièrement tout ce qui est lié à la transition numérique du Rocher. L'identité numérique en fait justement partie. La jeune chambre économique que vous présidez a placé cette thématique au cœur d'un rendez-vous aujourd'hui. Pour quelles raisons tout d'abord ? Alors principalement puisque c'est un sujet qui est stratégique. Aujourd'hui en Principauté de Monaco, le numérique est au cœur de toutes les actualités et aussi au cœur de l'évolution de la Principauté au niveau local bien sûr, mais également au niveau mondial. Donc la jeune chambre économique a choisi de donner une place d'honneur, comme nous l'avions fait lors du premier petit déjeuner conférence en ligne sur le thème du fond bleu. Et pour ce deuxième petit déjeuner, nous avons décidé à nouveau de parler de numérique avec l'identité bien sûr. Alors il s'agissait de mettre en avant les services accessibles justement par cette identité numérique, c'est bien cela ? Exactement, tout à fait. Alors quels sont-ils justement ces services ? Alors, ils sont divers et variés et concernent à la fois les particuliers et les entreprises, donc que ce soit au niveau de téléservices qui seront accessibles à l'ensemble des résidents monégasques et des nationaux, mais également pour les entreprises et pour obtenir tout ce qui est signature électronique et qui permettra de réduire un maximum le papier et donc faire un pas encore de plus vers la transition énergétique de la Principauté. Pour les entrepreneurs dont vous faites bien évidemment partie, ce sont des aides précieuses justement qui sont apportées au quotidien par le numérique dans vos démarches ? Bien sûr, pour nous c'est crucial parce que ça permet à la fois d'avoir un réel soutien et un accompagnement de la part de la Principauté, mais également dans nos démarches au quotidien et dans nos relations que nous pouvons avoir avec nos clients, qu'ils soient locaux ou internationaux, de faciliter grandement les démarches. Alors je ne suis pas devin, mais j'imagine que le numérique aura aussi une place importante dans le concours de création d'entreprise qui a été lancé. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler les grands principes de ce concours ? Les grands principes sont déjà des conditions d'âge, c'est-à-dire d'avoir des porteurs de projets entre 18 et 40 ans et bien sûr d'avoir un projet d'installation en Principauté, donc soit de moins d'1 an, soit d'1 an de création maximum. L'idée étant de favoriser l'entrepreneuriat et le jeune entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Et comme vous l'avez dit, bien évidemment, le numérique est au cœur des dossiers, même si on peut avoir tout type de dossier, quel qu'il soit. Sans rentrer peut-être dans les détails, mais par le passé, qui ont été les vainqueurs ? Est-ce qu'on peut avoir un rappel de certains profils peut-être ? Dans certains profils, on a des jeunes sociétés qui se sont créées et qui sont toujours pérennes en Principauté aujourd'hui, que ce soit dans la communication digitale, que ce soit dans la création numérique, avec également des prémices déjà de tout ce qui était signature électronique, et également des sociétés
qu'on connaît bien de type plutôt applicative, des applications sur les smartphones qui permettent notamment d'accéder à différents services. Donc pour vous donner un panel assez large, on a effectivement déjà un historique très numérique au sein de la Jeune Chambre économique. Qu'est-ce que selon vous, et même concrètement, le concours apporte aux vainqueurs ? Je pense qu'il apporte plusieurs choses. Tout d'abord, il apporte une expérience. L'expérience de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de se lancer, d'aller au bout d'un business plan, de présenter un projet devant un jury et enfin d'avoir à la fois soit de la réussite, et c'est ce qu'on souhaite à tous, soit aussi l'échec qui permet de grandir et qui permet ensuite de réussir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bien évidemment, c'est un vrai accompagnement. C'est l'opportunité de se présenter devant un jury prestigieux et bien sûr d'obtenir des lots, qu'ils soient financiers ou de services qui sont importants et qui permettent de réellement lancer l'entreprise ou de poursuivre son lancement à Monaco. Alors, quand auront lieu les résultats de ce concours ? La clôture du dossier est prévue pour le 31 août, donc j'invite à tous ceux qui souhaitent s'inscrire de le faire d'ici le 31 août, dernier délai. Et ensuite, nous aurons les délibérations et l'étude des dossiers par les jurys qui auront lieu en octobre pour une remise lors des trophées de l'entrepreneuriat le 3 décembre 2021. Merci beaucoup et nous suivrons bien sûr les résultats de ce concours avec attention. Merci encore Marion Solaire. Un grand merci. Il était question dans cet entretien d'identité numérique. Eh bien, restons dans cette thématique. Plus besoin de différents mots de passe dont on ne se souvient plus. À présent, votre carte d'identité et un seul mot de passe vous suffiront pour accéder aux nouveaux services en ligne de la SMEG et de Monaco Télécom, comme vous l'explique Juliette Rappert dans ce reportage. Que vous soyez monégasque ou résident, grâce à votre carte d'identité ou carte de séjour, vous pourrez désormais vous identifier de façon sécurisée sur les différents services en ligne du gouvernement, de la mairie ou encore de la SMEG et Monaco Télécom. La SMEG a développé un certain nombre d'outils numériques, une agence en ligne qu'on appelle MyNexio, qui permet à chaque consommateur d'aller voir ses courbes de consommation, ses factures. Et là, en fait, on utilise cette carte d'identité numérique pour aller se connecter à l'espace de la SMEG. Quand un client de Monaco Télécom arrivera sur son espace client, il pourra simplement s'identifier avec sa carte, grâce à l'application, grâce au lecteur, entrer son code et son code unique et du coup avoir accès à l'espace client. Cette carte d'identité ou carte de séjour contient votre identité numérique sous forme d'un certificat électronique. Techniquement, comment ça se passe? C'est qu'une information est envoyée aux services de l'État et c'est les services de l'État qui nous disent on est d'accord, la personne qui essaie de connecter, c'est bien celle qui se présente sous cette identité-là. En termes de cybersécurité notamment, il n'y a pas mieux. Plus tard, il pourra aussi, de la même façon, faire une signature électronique de ces contrats en boutique, donc plus besoin d'imprimer. Ça fluidifie, ça simplifie énormément les relations en fait, qu'on peut avoir avec tous les gens qui nous demandent des codes, qui nous demandent des informations spécifiques. L'identité numérique assure aux organismes que l'utilisateur est bien la personne qu'elle prétend être en ligne, puisque votre nom, prénom, date et lieu de naissance ont été vérifiés. Cependant, elle n'est pas obligatoire, chacun a le droit d'activer ou non son identité numérique. À l'initiative de 3 amis, la capsule Bootcamp est la toute première école qui propose des formations pour apprendre à coder. Alors de quoi s'agit-il? Réponse dans ce reportage de Christine Datomel. Située à Fontvieille, au IBC Business Center, au 5 avenue de l'Industrie, cette immersion dans l'écosystème digital monégasque d'une durée de 10 semaines permet à son issue de pouvoir devenir développeur web ou tout simplement d'avoir les compétences techniques pour travailler dans la tech. L'idée en fait est née il y a à peu près 1 an. On s'est aperçu en fait en discutant avec des startups à Monaco, des entreprises locales, où il manquait vraiment un gros besoin en termes de développement, en termes de développeurs. Et donc on est allé chercher une idée assez innovante qui permettait de former très rapidement des développeurs professionnellement et de les envoyer rapidement sur le marché du travail. Et c'est comme ça qu'est né un petit peu le concept de la capsule. Une formation qui s'adresse aux personnes qui cherchent à se reconvertir et à s'adapter au marché de l'emploi d'aujourd'hui, aux étudiants qui veulent rajouter une compétence à leur cursus ou encore aux entrepreneurs qui cherchent à développer leurs produits par eux-mêmes ou à mieux travailler avec leurs développeurs. Les élèves vont apprendre à coder en fait du JavaScript,
un langage informatique qui est assez complet car on peut coder avec ça, donc du front-end, ce qu'on appelle front-end, et le back-end, la partie arrière. Ça va leur servir à développer différentes applications, alors des sites web, des sites e-commerce par exemple, et des applications également, des applications mobiles. D'autres formations verront très prochainement le jour, comme une formation orientée business-entreprise, une formation qui se tiendra cette fois sur 2 semaines. Nous vous retrouvons à présent, Julia, pour ce second point info dans lequel il va être question de la compagnie des carabiniers de Monaco qui vient en aide à Fighteds Monaco, Julia. La princesse Stéphanie, accompagnée par son fils Louis Ducruet, a reçu un chèque de la part de la compagnie des carabiniers du Prince d'une valeur, Sandrine, de 14 000 €. L'opération avait été lancée en mars dernier. Des maillots de cyclistes avaient été mis en vente au profit de l'association et d'ailleurs portés par les carabiniers eux-mêmes. La principauté de Monaco était présente lors du pré-sommet des Nations Unies sur le système alimentaire. Monaco a en effet participé aux différentes tables rondes ministérielles qui ont traité des pistes d'action du futur sommet. Ce dernier, dénommé Sommet des peuples, se tiendra à New York en septembre prochain. Il permettra notamment de répondre aux enjeux posés par la pandémie qui a aggravé l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. 811 millions de personnes concernées en 2020, soit 161 millions de plus qu'en 2019, Sandrine. Alors même si Monaco Arc-en-Ciel, le concours international de feux d'artifice, a été annulé, les monégasques vont tout de même pouvoir en prendre plein les yeux, je crois, Julia. Sandrine, les feux d'artifice sont bel et bien de retour à Monaco. Pour en profiter, rendez-vous le 31 juillet et le 7 août au Port Hercule. L'accès sera gratuit sur présentation d'un pass sanitaire valide. Le masque, lui, sera bien évidemment obligatoire pour les personnes de plus de 5 ans. À savoir que des animations sont également installées sur le quai Albert Ier jusqu'au 22 août avec un carrousel, une structure gonflable pour enfants ou encore une zone ombragée pour un moment fraîcheur, même en journée. Et pour finir, Julia, vous allez nous parler d'un événement qui commence à devenir régulier suite à son succès. Oui, Sandrine, il s'agit de la nouvelle édition de Dimanche à vélo, le 8 août de 15h à 20h. Les plus beaux vélos et les plus rapides trottinettes déambuleront sur la partie basse du circuit du Grand Prix F1. Pour l'occasion, un parcours pédagogique, une sensibilisation autour des risques liés à l'alcool et des ateliers d'apprentissage de la pratique du vélo ainsi que la diffusion d'informations sur le bon partage de la route seront proposés. Alors Julia, une confidence, je n'ai pas de vélo. Comment faire pour participer tout de même? Sandrine, soyez rassurée, si vous n'avez pas de vélo à disposition, le service Monabike sera en accès libre et gratuit pour l'événement. De plus, des commerçants de la principauté mettront à disposition des vélos et des trottinettes électriques pour des initiations. À noter que des déviations sont à prévoir pour que les cyclistes puissent circuler paisiblement. Tous à vélo donc le 8 août. A plus tard pour les prévisions météo, Julia. Nous quittons désormais la principauté pour rejoindre notre second invité, Bourhane Alani. Bonsoir. Bonsoir, Madame Neige. Vous êtes la présidente et fondatrice des Amis du Liban. Il y a près d'un an, à Beyrouth, le 4 août précisément, 2 explosions survenaient dans le port. Plus de 200 personnes trouvaient la mort, 300 000 habitants ont même dû quitter leur foyer. Vous êtes justement au Liban. Quelle est la situation un an après? Un an après, ils sont sans travail, sans électricité, ils sont sans rien. Dans les supermarchés, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien à manger, donner à leur famille. Le pays elle est toujours sans gouvernement. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les maisons, il y a une meilleure situation au niveau des travaux. Ça commence les travaux à avancer un peu, mais franchement, la situation il est trop difficile. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent, Bourhane? Le peuple libanais il vit en dessous de la seuil de la pauvreté. Moi, je vous dis, il y a des gens, ils donnent à manger du pain et de l'eau à leurs enfants. Le lait, il n'y a pas. Je suis arrivée derrière moi. Je suis arrivée il y a 2 jours, même pas. Je suis arrivée lundi soir à minuit à Beyrouth avec des valises, des médicaments et du lait donnés par des amis de mon conseil d'administration, des amis de Monaco, de Monégasque, d'autres amis de Monaco. Ils ont fait tous des donations. Je suis arrivée avec 3 valises, des médicaments, du lait bébé.
parce qu'il n'y avait plus rien et il y avait une demande d'urgence. Donc, j'ai dû acheter dernière minute mon billet d'avion et je suis arrivée au Liban parce que les médicaments, il manque, ça manque. Franchement, je ne sais pas comment les gens vivent. Le frigo, je ne sais pas comment vous voulez manger, que vous n'avez pas l'électricité pour remplir vos frigos. L'eau, le Liban, c'est le pays de l'eau, il n'y a plus l'eau. Les gens, ils doivent acheter l'eau pour boire. C'est comme vous n'avez pas l'eau pour boire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je marque la pauvreté, je vais dire un grand mot, je n'ai pas envie de le dire, mais il n'y a plus rien. Je ne sais pas, un pays comme le Liban. En tout cas, tout cela ne vous démotive pas puisque les actions des Amis du Liban sont nombreuses. Comment avez-vous mis tout cela en ordre de marche justement l'été dernier après la catastrophe? Comme vous savez, on a sauvé une école aussi après les 4 août à Ashrafiyeh pour scolariser plus que 300 enfants. Et avec le soutien du gouvernement, on a acheté aussi un bus pour aider les enfants à aller à l'école puisque parmi eux, plein des enfants, ils n'ont plus le moyen d'aller à l'école parce que les parents, ils ont perdu leur voiture. Et on a envoyé à ce jour, depuis août l'année dernière, 6 conteneurs au Liban. Et en août, la semaine prochaine, on compte d'envoyer aussi 2 conteneurs. Encore, les gens de Monaco, la générosité à l'entour de Monaco, on va récolter du lait, des couches bébés, des conserves, tout ce que les gens ils peuvent nous offrir. Alors, quel message pour finir voudriez-vous faire passer aux téléspectateurs concernant, on le dit depuis tout à l'heure, ce magnifique pays, mais qui vit au-delà bien sûr de ces catastrophes, et vous l'avez mentionné, une crise économique, une instabilité, sans oublier bien évidemment aussi la crise sanitaire? Leur dire que merci, je vous aime. Monaco, c'est aussi mon pays, vous savez, c'est mon pays qu'elle m'a adopté il y a longtemps. Elle a adopté avec moi tous ces Libanais qui vivent grâce à vous, grâce à Monaco, à mes pays d'adoption. Mais j'ai dit, à Monaco, elle est tellement petite, cette pays qu'elle a tellement, et croyez-moi, Monaco, elle a énormément de pays à travers tout le monde. Monaco est petite par sa taille, mais on fait tellement de choses énormes à travers le monde. Moi, quand je marche ici, les gens, ils me disent, mais Monaco, c'est tout petit, comment vous arrivez à faire ça? Je leur dis, vous savez, la générosité, elle n'a pas de taille. Elle n'a pas de taille. Les gens, c'est nous. Vous voyez, à Carrefour, il faut venir nous voir, s'il vous plaît, la semaine prochaine. Vous allez voir les gens, quand ils viennent vous mettre un petit paquet de pâtes, même les enfants, ils sont tellement heureux, ils viennent nous voir avec ces joies. Moi, je garde que de bons souvenirs de l'année dernière, Sandrine. Encore merci pour votre témoignage, Bourhane Alani. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. Venez nous voir à Carrefour. Et j'imagine que plusieurs monégasques et résidents vous apporteront leur soutien. On vous retrouve, Julia. Un temps idyllique est attendu pour ce vendredi 30 juillet. Effectivement, Sandrine, aucune ombre au tableau à vous annoncer car c'est un grand soleil qui est prévu. Les températures iront de pair avec cette belle journée. Elles oscilleront entre 22 et 29 degrés. Alors profitez-en bien. Demain, Sandrine, nous fêterons les Juliettes. Merci Julia. Fin de cette édition. Rendez-vous vendredi 19h. Il sera entre autres question du concert au Palais Princier. Côté coulisses, cette fois-ci. Petit avant-goût à travers ces photos réalisées par Michael Alési. Merci encore pour votre fidélité. Bonsoir.